Salut à tous, alors quand on démarre la photo, on se retrouve souvent plongé dans un univers, je dois l'avouer, avec un vocabulaire très technique, beaucoup d'informations, souvent on retient pas tout et c'est normal et parfois ça peut faire peur et limite te décourager. Le but de cette vidéo c'est d'expliquer certains concepts, certains mots, certaines techniques utilisées en photographie qui sont à mon sens hyper importants et dont on ne parle pas assez. Alors j'ai répertorié 15 termes à connaître, pourquoi 15? Parce que 10 je trouvais que ça faisait pas assez et puis 20 je trouve que c'est beaucoup trop long. En plus de ça c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux. Non en vrai je suis parti sur 15 termes parce que déjà ça me semble pas mal. Il y a tellement de termes, tellement de choses à connaître en photo que cette vidéo pourrait être la première d'une longue série. D'ailleurs si jamais un épisode 2 t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout dis-moi les termes que tu aimerais connaître. En plus de ça j'ai mis également un timecode sous la vidéo pour que si jamais tu souhaites revenir un jour t'aies pas à te retaper toute la vidéo en entier. À savoir qu'il n'y a pas vraiment d'ordre précis, j'ai mis les termes comme ils me venaient en tête. Allez on va commencer avec le premier terme qui est le crop. Alors le crop on l'appelle aussi le recadrage, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en photographie, ça consiste à découper une petite partie de l'image dans le but de modifier ou bien d'améliorer la composition. Donc ça peut être utilisé pour éliminer des éléments indésirables sur la photo, recentrer le sujet, adapter le cadrage en fonction de l'endroit où on souhaite poster la photo, que ce soit Instagram ou autre, ou bien tout simplement améliorer la disposition générale de l'image. En fait, on va beaucoup utiliser le crop en post-traitement pour donner un aspect final à notre image. Donc ça c'est pour recadrer l'image photographique. Alors à ça, il y a aussi un autre phénomène du crop qui s'appelle le crop du capteur, c'est-à-dire que l'image sera capturée par une partie du capteur seulement, ce qui va avoir pour effet de zoomer légèrement sur l'image. Par contre, étant donné qu'on n'utilise pas la totalité du capteur, la définition sera un peu plus réduite. Allez, numéro 2, la composition. Donc la composition photographique, ça concerne l'arrangement et la disposition des éléments dans le cadre pour créer une image visuellement équilibrée et attrayante. En gros, la composition, c'est ce que tu mets dans ton cadre. Alors il y a différents types de composition qui existent, c'est quasiment à l'infini en fait. Et puis j'ai envie de te dire, la photo, c'est une composition. En fait, la manière dont les éléments sont placés dans le cadre, ça va constituer une composition. Donc les principes de la composition en photo incluent la règle des tiers, ça c'est vraiment la base. Il y a aussi la symétrie, la diagonale et pas mal d'autres techniques aussi qui guident le regard du spectateur à travers notre image. Alors on enchaîne numéro 3, la white balance ou bien la balance des blancs. Donc en photographie et en vidéo, la white balance ça fait référence au réglage qui permet de compenser les différentes teintes de couleurs causées par les différentes sources de lumière. Plus concrètement, lorsque tu prends des photos dans des conditions d'éclairage différentes, comme par exemple en plein jour en extérieur ou bien à l'intérieur avec des ampoules tungstène ou bien sous un éclairage fluorescent, toutes ces couleurs là peuvent paraître différentes sur ta photo en raison de la température de couleur de la lumière qui est émise. Du coup, tous les boîtiers photo possèdent une balance des blancs, donc c'est un réglage qui vise à garantir que les couleurs de ta photo soient reproduites de manière précise, sans dérive indésirable. Et cette balance des blancs, justement, elle est mesurée en Kelvin, qu'on note avec la lettre K, et elle varie du bleu au jaune. Donc en ajustant cette valeur de balance des blancs selon l'endroit où tu te trouves, tu peux corriger les tons chauds ou les tons froids de l'image pour qu'elle soit le plus neutre possible. Donc la plupart des appareils numériques offrent plusieurs pré-réglages de balance des blancs, tels que la lumière du jour, ombre, nuageux, tungstène, fluorescent, mais selon moi, le mieux c'est de régler manuellement la balance des blancs en Kelvin pour une plus grande précision et une plus grande homogénéité dans des situations d'éclairage complexes. Donc pour l'extérieur, par exemple en plein soleil, on va se retrouver entre 5000 et 5600 Kelvin, et en intérieur avec des ampoules très jaunes, on peut aller de 3500 à 4500 Kelvin, et enfin en cas de lumière bleutée, on peut monter facilement jusqu'à 5600 Kelvin. Allez, numéro 4, la focale. Donc la focale d'un objectif, c'est quelque chose qui est exprimé en millimètres, c'est la distance entre le centre de la lentille et le capteur de l'appareil photo. Donc ça va jouer un rôle vraiment crucial dans la façon dont une lentille capture une scène. Les objectifs avec des longues focales ont tendance à agrandir les objets éloignés, tandis que les lentilles avec des focales plus courtes ont un champ de vision beaucoup plus large et les objets vont sembler plus petits. Donc on va retrouver 3 catégories de focales différentes. On a les grands angles qui vont aller jusqu'au 35 mm, on a la focale on va dire normale qui va de 35 à 85 mm, et enfin on a le téléobjectif qui commence à partir de 85-90 voire même 100 mm. Allez, terme suivant, on a le convertisseur de focale. Alors dans ma tête je peux apporter 2 définitions différentes à un convertisseur de focale, donc je sais pas laquelle est vraiment la bonne. Ça peut être à la fois un objet qui vient modifier la valeur focale effective de l'objectif, donc par exemple c'est un téléconvertisseur qui va augmenter la focale, on peut retrouver en 1,5 en
2x2, je sais pas s'il y a plus gros, mais en gros ça va fournir un effet de zoom sur l'objectif. Et il y a une chose également qu'il faut savoir, c'est que toutes les différentes focales sont adaptées à une certaine taille de capteur. Donc on retrouve des objectifs qui sont prévus pour des capteurs micro 4 tiers, pour des capteurs APS-C et pour des capteurs plein format. Donc du coup c'est là que ça m'amène à la deuxième définition, c'est qu'on peut également utiliser le terme de convertisseur de focale lorsqu'on utilise un objectif plein format sur un capteur APS-C. C'est pour ça que je dis qu'il y a une deuxième définition en termes de convertisseur de focale, parce que pour les capteurs APS-C, le facteur de conversion est généralement de 1,6 et de 2 pour les capteurs micro 4 tiers. Allez, on enchaîne avec le terme numéro 6, avec la dynamique. Donc la dynamique, ça représente la plage de luminosité entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires d'une image. Donc une grande dynamique, c'est crucial pour capturer des détails dans des conditions de contraste très élevées, telles que des zones ombres et de forte luminosité dans une même image. En général, la plupart des photographes vont rechercher cette grande dynamique en photographiant en RAW, parce que c'est là qu'on va capturer le plus de détails dans des zones extrêmes comparé au JPEG qui, c'est un fichier qui comporte très peu de données finalement dans les zones ombres et les zones de haute lumière. Allez, septième définition, le stop, IL, EV, valeur d'exposition, peu importe comment tu l'appelles. En photo, le terme stop fait référence à un ajustement d'exposition. Donc un stop représente un doublement ou une réduction de la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo. Donc ça, c'est une unité de mesure qui peut être utilisée pour quantifier les changements d'ouverture, de temps d'exposition et de sensibilité ISO. Donc changer l'ouverture d'un objectif d'un stop vers le bas signifie que on va réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur de moitié. Et à l'inverse, si on augmente l'ouverture d'un stop, on double la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Donc je te mets les paliers à l'écran avec les valeurs intermédiaires. Deuxième stop, c'est le stop de temps d'exposition, je l'ai dit tout à l'heure. Donc diminuer le temps d'exposition d'un stop, par exemple passer de 1 centième à 1 200e de seconde, réduit la quantité de lumière de moitié. Et à l'inverse, augmenter le temps d'exposition d'un stop double la quantité de lumière. C'est aussi simple que ça en fait. Pareil pour l'ISO, c'est la même chose. Réduire la sensibilité d'un stop divise par 2 la sensibilité à la lumière. Et à l'inverse, si on l'augmente d'un stop, ça double la sensibilité à la lumière. Numéro 8, on a le flou de bouger et le flou de mouvement. Je vais les mettre dans la même catégorie pour que ce soit très facile pour toi de les différencier. Le flou de bouger, ça va résulter d'un mouvement de l'appareil photo pendant la prise de vue. Donc très souvent, le flou de bouger, il n'est pas forcément intentionnel. Il se produit lorsque l'appareil photo est tenu de manière instable, ou alors il bouge pendant que l'image est capturée. Et afin d'éviter ce flou, il est souvent nécessaire d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide, ou alors un trépied ou d'autres techniques pour stabiliser l'appareil au maximum. Donc certaines pratiques de la photo requièrent l'utilisation du flou de bouger, notamment pour des fins artistiques, mais ça nécessite quand même une certaine maîtrise, à l'inverse du flou de mouvement qui quant à lui est causé par le mouvement du sujet dans la scène pendant l'exposition. Donc ça se produit généralement lorsque le mouvement du sujet est plus rapide que la valeur de ta vitesse d'obturation. Donc ça, c'est le type de réglage qu'on va utiliser pour donner une impression de vitesse ou de dynamisme à notre photo. Donc flou de bouger, c'est causé par le mouvement de l'appareil, de la caméra, et le flou de mouvement, c'est le mouvement du sujet. Allez, numéro 9, on va parler du piqué. Donc le piqué, ça mesure la netteté d'une image, donc la capacité de l'objectif à rendre les détails fins de manière claire. Un objectif avec un bon piqué va produire des images très nettes et très détaillées, ce qui est crucial pour des photos de haute qualité. Et le piqué, ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la qualité de l'objectif, ça tu t'en doutes bien, mais également de la résolution de capteur de l'appareil photo, de la distance focale et de l'ouverture du diaphragme. Et il y a également d'autres paramètres techniques qui rentrent en compte. Donc là où on retrouve des grosses différences selon les objectifs, c'est qu'il y en a qui sont conçus pour offrir un piqué très élevé, ce qui les rend vraiment parfaits pour la photographie où la netteté des détails est vraiment cruciale, comme la photo de paysage, de portrait ou de sujet macro. Donc on l'a dit, parmi les facteurs qui rentrent en compte dans la qualité du piqué, c'est l'ouverture. Donc en fonction des objectifs, ça va varier, mais en général, on trouve le meilleur piqué des objectifs autour de f5.6 ou f8, mais jamais à pleine ouverture. Donc tu retrouveras jamais le meilleur piqué d'un objectif avec une ouverture à f2.8. Ou alors c'est vraiment très rare. Allez, 10e définition, on va parler de parfocal ou de varifocal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un objectif parfocal, en fait, c'est un objectif qui maintient la mise au point lorsque la focale est modifiée. Donc ça va être particulièrement utile pour les vidéastes ou les photographes qui utilisent fréquemment le zoom. À l'inverse, on va retrouver les objectifs varifocaux, je sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est la plupart des objectifs qu'on retrouve sur le marché. Et sur ces objectifs-là, justement, quand on change la valeur de focale, la mise au point va changer également. Donc sur cet exemple-là, je suis réglé en mode focus manuel et lorsque je viens zoomer, tu remarques que mon objet perd la netteté. Donc ça veut dire que mon objectif n'est pas parfocal. Allez, 11e terme, c'est galère à faire comme ça, on va parler de profondeur de champ ou de bokeh. Donc la profondeur de champ en photographie, ça fait référence à la plage de distance dans une scène qui apparaissent nettes dans une image.
Pour simplifier, en gros, c'est la zone de netteté qui est devant et derrière le point de mise au point de l'appareil photo. Donc la profondeur de champ, elle est influencée par plusieurs facteurs, notamment l'ouverture du diaphragme, la distance entre l'objectif et le sujet et la longueur focale de l'objectif. Donc plus on agrandit l'ouverture, donc un nombre plus faible, f2.8, f1.8, etc., plus on réduit la profondeur de champ. Donc ça signifie que seul le sujet principal est net, tandis qu'à l'inverse, plus le nombre de l'ouverture est petit, donc f16, f22, plus on augmente la profondeur de champ. Donc deuxième phénomène qui va rentrer en compte dans la profondeur de champ, c'est que plus la distance entre l'objectif et le sujet est courte, plus la profondeur de champ est courte également. Et à l'inverse, si on augmente la distance entre l'objectif et le sujet, on augmente également la profondeur de champ. Et troisième phénomène aussi qui peut rentrer en compte dans la profondeur de champ, c'est la longueur focale de l'objectif. Donc les objectifs à focale plus longue, les téléobjectifs notamment, ont souvent une profondeur de champ plus courte, tandis que les objectifs à focale plus courte, donc les grands angles, ont tendance à avoir une profondeur de champ plus grande. Donc en photo, on peut jouer avec tous ces paramètres-là pour obtenir un effet souhaité dans une photo. Par exemple, dans des portraits, on pourrait utiliser une faible profondeur de champ pour créer un arrière-plan très flou et mettre en valeur le sujet principal en utilisant un téléobjectif. Et à l'inverse, si on veut faire de la photo de paysage, là où on veut une plus grande zone de netteté, donc une plus grande profondeur de champ, ça peut être préférable d'utiliser un objectif grand angle, là où la profondeur de champ sera plus grande. Allez, terme suivant, boucher ou déboucher une ombre, qu'est-ce que ça signifie ? En photographie, on parle de boucher une zone, donc ça veut dire assombrir délibérément une zone, tandis que déboucher, ça consiste à éclaircir une zone. C'est souvent utilisé pour révéler des détails dans des zones d'ombre. Donc on peut soit boucher ou déboucher une zone directement à la prise de vue en assombrissant ou en apportant de la lumière sur une scène, mais c'est également possible de faire ça sur un logiciel de traitement en modifiant certains paramètres, par exemple en mettant des masques. Allez, 13e terme, on va parler d'exposer à droite. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En gros, c'est une technique utilisée en photo qui consiste à ajuster les paramètres d'exposition de l'appareil de manière à maximiser la luminosité de l'image sans la surexposer. Donc là, l'idée, c'est de déplacer l'histogramme de l'image vers la droite, d'où le terme exposer à droite, pour capturer le maximum d'informations dans les hautes lumières tout en évitant la surexposition. En gros, lorsque tu vas exposer à droite, tu vas augmenter délibérément l'exposition de ton image pour que la majorité des données soient situées sur le côté droit de l'histogramme. Donc ça permet souvent de capturer plus de détails dans les zones lumineuses de ta scène. Donc si jamais ton histogramme est trop à droite, au-delà de la plage dynamique de l'appareil, tu auras certaines parties de l'image qui vont être brûlées, donc ça va être totalement surexposé et aucun détail pourra être récupéré en post-traitement. Donc en gros, pour résumer, exposer à droite, ça vise à optimiser l'utilisation de la plage dynamique de ton appareil pour capturer le plus d'infos possible sur ton image, tandis que la surexposition, elle va se produire lorsque la plage dynamique est dépassée, ce qui va entraîner une perte de détails dans les zones de haute lumière. Allez, numéro 14, on va parler de full frame. Alors je sais, oui, il y en a pour tous les niveaux. Alors un capteur full frame, c'est également appelé un capteur plein format, donc ça c'est un type de capteur d'image utilisé dans les appareils photo numériques. Donc la taille des capteurs plein format, on l'a choisi pas par hasard, en fait elle provient de la taille des pellicules 35 mm, ce qui fait environ 36 sur 24 mm. Donc c'est la taille, on va dire, standard en photographie, celle qui est le plus couramment utilisée. Donc ça va être utilisé principalement par les professionnels et c'est une taille qui est un petit peu plus grande que celle des capteurs APS-C qui sont présents dans de nombreux appareils photo numériques grand public. Le principal avantage d'un capteur plein format, ça va résider dans sa capacité à capturer plus de lumière en raison de sa grande taille et ça se traduit généralement par une meilleure gestion de la montée des ISO sur les boîtiers et en particulier en termes de gestion du bruit également. Donc aujourd'hui, tous les appareils photo haut de gamme de chaque marque possèdent des capteurs plein format et c'est ce qui est souvent préféré par les photographes professionnels et également les passionnés, notamment dans la photographie de portrait, de sport, animalière. Du coup, ce qui en résulte, c'est que les capteurs plein format, les appareils photo avec des capteurs plein format sont souvent plus chers que ceux avec des capteurs plus petits, ce qui peut influencer aussi le choix en fonction de tes besoins et tes préférences. Allez, on va terminer cette vidéo avec le HDR, donc le High Dynamic Range. En français, c'est la plage dynamique élevée. Donc c'est une technique en photographie qui vise à capturer et afficher une gamme étendue de luminosité dans une image. Pour faire simple, en gros, elle permet de rendre visibles les détails dans les zones très lumineuses et également les détails dans les zones très sombres d'une scène, chose qui peut être difficile à accomplir avec une seule exposition. Donc en utilisant le HDR, plusieurs images de la même scène sont prises à différentes expositions, une sous-exposée pour capturer les détails dans les zones lumineuses, une normalement exposée et une surexposée pour les zones d'ombre. Ensuite, on vient combiner ces images sur un logiciel pour créer une seule image qui présente une gamme dynamique plus étendue. Donc le gros avantage du HDR, c'est qu'il va permettre de produire des images plus équilibrées et plus détaillées en évitant justement la surexposition des zones lumineuses et la sous-exposition des zones d'ombre. Donc ça peut
être utile dans beaucoup de situations, justement là où la différence de luminosité entre les parties claires et les parties sombres sont trop importantes, comme par exemple la photographie de paysage avec un fort contraste entre le ciel et la terre, ou bien la photographie immobilière également. Je sais que c'est beaucoup utilisé pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un format qui change de ce que j'ai l'habitude de proposer. Si jamais il y a des parties qui sont un petit peu floues pour toi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, moi j'y répondrai avec grand plaisir. Alors je sais que je suis pas rentré dans les moindres détails de chaque définition, sinon la vidéo elle durerait vraiment 3 heures, mais voilà, j'ai essayé de synthétiser du mieux possible. Quoi qu'il en soit, si jamais un épisode 2 t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant aussi de répertorier tous les termes liés à la photo et de faire une sorte de dictionnaire sur YouTube. Enfin bref, il y a une autre vidéo qui s'affiche juste ici, on s'y retrouve, à tout de suite.